on doit faire un atelier sur le côté cervicalgie avec un éclairage sur les levées de tension. Ce que je vous propose, c'est peut-être de voir un petit peu plus largement que le lever de tension, qui est juste une technique qui est relativement ancienne et dont le niveau de référencement est assez faible, voire nul. Après, ça peut être une bonne porte d'entrée pour la prise en charge de nos patients, parce que c'est relativement facile à faire, c'est relativement facile à reproduire. Et c'est quelque chose qu'ils pourront aussi refaire assez facilement. Est-ce que c'est une technique que vous maîtrisez déjà? Enfin, quel est votre niveau d'habitude d'utilisation par rapport à cette technique-là? Quel est votre niveau de réveil ce matin? Donc plus ou moins et plutôt moins. Ok. Donc lever de tension, la technique est assez simple à appréhender. Il y a une phase de contraction, il va y avoir après une phase de relâchement et ensuite une phase d'étirement. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une technique qui permet à la fois de mixer un côté actif, et ça on sait que dans les prises en charge, globalement, que ce soit sur les cervicalgies ou que ce soit sur lombalgie, le côté actif doit dominer avec éventuellement la thérapie manuelle, parce que c'est ce qui porte le plus d'efficacité. Mais il y a aussi un côté passif dans lequel il y a une mise en tension, et cette mise en tension, elle est souvent recherchée par le patient, voire pratiquée par le patient. Et en fait, la manière de voir les choses, c'est que cette contraction vous permet de lancer quelque chose, d'habituer le système à recevoir de la contrainte, et ensuite, votre étirement permet de créer un autre type de contrainte et d'augmenter progressivement, d'une autre manière, la tolérance du système musculaire. C'est une technique dont l'intensité a largement varié au fil du temps, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Si vous regardez les écrits initiaux de levée de tension, c'était à fond, à fond, à fond. En gros, tu tirais à bloc, tu demandais au patient d'aller contracter à fond, et ensuite tu tirais toi aussi de l'autre côté. Le temps ayant passé, il y a une adaptabilité qui s'est mise en place au niveau de cette technique et c'est plutôt intéressant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'intensité de la contraction va être inversement corrélaire au temps. C'est-à-dire que si vous avez des sujets qui sont sensibles, peut-être qu'il sera intéressant de leur proposer une contraction qui soit plus modeste en intensité, mais beaucoup plus prolongée. Ce qui est plutôt intéressant parce que là, dans la génération d'afférence, dans le recrutement musculaire, quand vous exposez le système finalement à une contraction douce, si vous voulez un recrutement qui a un impact au niveau neuromusculaire, vous serez obligé de rajouter du temps en fait. En revanche, si votre patient tolère une quantité de contraction qui est assez importante, autant lui donner cette quantité de contraction. En général, il ne pourra pas le tenir extrêmement longtemps. Je pourrais rajouter que si on veut le coller, ce lever de tension, si on veut le coller sur des données qui sont plus récentes, au niveau notamment de neurosciences, des douleurs, il y a une donnée qui est vraiment intéressante. Quand vous allez faire un lever de tension, il va se passer un truc, c'est que c'est désagréable pour le patient. Et le fait de générer une technique qui est désagréable, tolérable, tolérée par le patient, et que celui-ci finalement survive, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il en sorte un peu grandi de cette épreuve-là, ça diminue considérablement en fait sa probabilité de douleur. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver de manière assez transversale. C'est-à-dire que si vous exposez un patient à un effort dans un objectif d'antalgie, il est plus intéressant que cet effort soit relativement important, voire relativement désagréable. Ok ? C'est le concept du pain inhibits pain aussi, dans lequel finalement vous pouvez même aller au-delà du désagréable, vous pouvez aller jusqu'au douloureux, et en fait l'exposition à cette action douloureuse, tolérée par le patient, peut vraiment l'aider à après tolérer un peu plus de sensibilité. Donc, je ne sais pas dans votre formation ce qu'on vous a dit, nous je sais qu'avec Mathieu Loubière, on nous a dit dans notre formation qu'il ne faut jamais faire mal aux patients. Et actuellement, vous êtes vous dans quelle stratégie? Est-ce que vous êtes dans l'idée d'aller faire un peu mal, c'est toléré, ou pas du tout? Ne me dites pas que vous êtes dans l'optique d'aller défoncer vos patients quand même. Ça peut se faire, mais il faut une catégorie de patients qui soit assez restreinte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas kiné de l'UFC, ça ne va pas marcher, quoi. Si vous n'êtes pas kiné d'une équipe pro de rugby, ça ne va pas marcher. Donc vous êtes plutôt dans quoi? Quel niveau d'intensité vous mettez avec vos patients? Un peu beaucoup? Martin qui fait oui comme ça, lui il fait beaucoup lui.
Un peu. Mais effectivement, on est passé de cette règle de la non-douleur à une règle dans laquelle la douleur, si elle est tolérée par le patient, si elle n'est pas d'une intensité trop importante, bah, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Il en apprendra quelque chose, ce patient-là. Okay, et donc, habituellement, vous mettez quel niveau de douleur? 3, 4. C'est gentil, c'est bien. Tu mets combien, Martin? À peu près pareil. Ok. Dans les données qu'on a sur, par exemple, du Nemex ou d'autres types d'exposition, on peut aller jusqu'à 5 sur 10 au niveau douleur. En revanche, il y a un mode d'emploi à avoir. C'est que le patient soit d'accord, un peu comme pour tout en fait. Et ensuite, une fois qu'il est d'accord, il faut que ce symptôme douloureux ne croisse pas au fur et à mesure de l'activité. Donc ça, c'est valable si vous allez faire de la charge, si vous allez faire du lever de tension, etc. Et donc, vous pouvez exposer parfaitement votre patient à de la douleur pourvu qu'il en soit d'accord. Et donc, vous pouvez mettre une quantité de contraintes sur votre lever de tension qui est assez importante. OK. Est-ce que je pourrais avoir un gentil sujet pour faire une démonstration sur différentes techniques? Martin? Allez, vas-y. Je t'en remercie. Je t'appelle Martin, mais s'il faut, t'appelles pas du... C'était ça? C'était pas ça? Si, c'est ça. Bon, bah, c'est bien. As advertised. Ok. Tu vas te mettre sur le dos pour commencer. Alors, peut-être que tu peux mettre à l'inverse, parce que là, sinon, le trou pour la tête risque de te gêner dans un premier temps. Donc, le truc à la con, c'est pas grave. Je le mets derrière. Ok, bien vu. Merci. Ok. Ouais, super, merci. Désolé pour l'interruption. Ok. Donc, l'objectif dans les levées de tension, ça va être d'être relativement facile à être utilisé. Vous pouvez utiliser la physiologie telle qu'elle, mais finalement, vous risquez de vous retrouver avec des prises qui sont relativement compliquées. Par exemple, celle que vous avez vue certainement pendant votre formation, je vais faire un truc sur un grand dorsal, vous allez vous retrouver comme ça, flexion ici, là tu peux monter. Puis après vous allez prendre ici, puis vous allez être là. Voilà, ça c'est pour un grand dorsal gauche. Ça au niveau applicabilité chez un patient, c'est utile. C'est juste qu'il faut que ton patient il ait pas mal en fait. Or, c'est pas de bol. J'ai failli marcher sur ton téléphone. C'est pas de bol, nos patients viennent surtout nous voir parce qu'ils ont un symptôme douloureux. Donc ça, c'est pas très applicable. Donc ce que je vous engage à faire, c'est peut-être d'être le plus facile possible et d'être sur une application la plus adaptée à votre patient. Par exemple, sur un trapèze, qui mettra aussi en tension un angulaire, vous avez cette sensibilité qui sera au niveau du muscle à la contraction. Donc par exemple au shrug, vous aurez cette sensibilité qui sera aussi à la tension. Puis ensuite, en dernier, à la palpation. Okay. Donc là, ça va isoler le fait que vous avez une symptomatologie avec une composante myogénique. Et donc, vous pouvez mettre une tension dans un contexte de levée de tension dans lequel vous allez faire une inclinaison contralatérale, frontalisation de la scapula, abaissement de la scapula, ici, là. On va aller jusqu'à un niveau de tension qui est désagréable mais tenable par le patient. Martin, tu me dis? Là, ça va? Ok. Et puis ensuite, vous allez lui demander au choix, soit d'aller pousser... Attends, tu fais rien pour l'instant. Soit de pousser fort, et ensuite le temps de contraction sera relativement court. En général, si on fait une contraction max, on sera plutôt près de 6 secondes. En revanche, on peut lui demander une contraction qui est beaucoup plus douce, mais beaucoup plus prolongée. Par exemple, on peut se dire, tiens, tu vas pousser par exemple à 50% de ce que tu pourrais pousser. Ok. Ça modifie ton symptôme ou pas? D'accord, bon. Dans ces cas-là, ce que vous allez chercher, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas d'augmentation dans la symptomatologie. On va tenir cette contraction-là pendant une quinzaine, une vingtaine de secondes. Ce qui va vous illustrer le fait que vous devez être, vous, particulièrement bien calé, parce que si vous êtes dans une situation dans laquelle vous consommez beaucoup d'énergie, vous ne tiendrez pas sur la durée. Et puis ensuite, on va tranquillement relâcher et augmenter cette mise en tension-là pour éventuellement récidiver plusieurs fois. Et donc, comme je vous le disais, c'était assez intéressant parce qu'il y a à la fois cette phase de contraction active qui est réglable et à la fois après cette phase de mise en tension qui est aussi réglable. Okay. Ce que vous pourrez aussi faire, c'est agir sur splénus et complexus.
Donc, pour ce qui est du complexus, vous allez partir sur cette flexion au niveau cervical haute, vous allez partir sur de la rotation, et vous allez ensuite partir sur cette inclinaison. Est-ce que vous allez demander à votre patient, ça va là ou pas? Ça crée une tension en sous-occipital gauche, c'est tolérable. Hein, okay. Vous allez lui demander simplement d'aller enfoncer le haut de la boîte crânienne dans la table, et vous allez résister à cette pression-là. Et ensuite, on relâche, et on vient augmenter. Okay. Là, je vous l'ai fait un petit peu en accéléré, mais par exemple, cette technique-là, au niveau du complexus, elle est vraiment intéressante dans les cas de douleur sous-occipitale. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser en pré-manipulatif, notamment pour du cervical haut, dans les cas de céphalée cervicogénique, par exemple, pour vous permettre de manipuler avec moins de contraintes. Okay. C'est évidemment un complément avec plein d'autres techniques. C'est-à-dire que si vous allez proposer uniquement ces techniques de levée de tension à vos patients, dans les cas notamment de cervicalgie ou autres, vous allez passer complètement à côté des recommandations qui sont dans les guidelines. Vous devez proposer des techniques qui sont diverses, et dans les techniques diverses, il va y avoir de l'actif, du recrutement. Vous pouvez aussi rajouter de la manipulation. Si vous faites que des levées de tension, vous n'allez pas utiliser ce qui a montré le meilleur au niveau de l'efficacité. Mais c'est un bon complément. Okay. Une autre technique qui peut être directement liée, non pas sur les cervicalgies d'origine musculaire, mais qui peuvent être intéressantes, par exemple, dans les cas de douleurs cervicales associées au système nerveux. Donc je pense notamment aux douleurs qui sont associées au syndrome de la traversée transthoraco-brachiale, dans lequel vous pouvez avoir des irritations du plexus brachial qui vont provoquer des symptômes dans le bras, mais pas uniquement. Ça va souvent avoir une conséquence au niveau cervical. Et donc vous pouvez être amené à vous intéresser au petit pectoral. Vous savez que le petit pectoral peut créer de manière très importante des contraintes au niveau du passage du plexus brachial. Okay. Ça, vous le retrouverez souvent sur des personnes qui ont des modifications dans la syphose thoracique. Vous le retrouverez aussi très fréquemment chez des patients qui ont des problèmes respiratoires, dans lesquels ils vont utiliser leur petit pectoral comme inspirateur accessoire de manière importante. Ça peut recruter, ça demande un recrutement très important de ce petit pectoral. Et ça peut être irritant pour la structure qui passe juste derrière, entre ce petit pectoral et le système costal, qui est le plexus brachial. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir une technique qui vous permet effectivement de jouer sur ce petit pec. Tu t'es pas endormi, Martin, ça va? C'est bon. Dans lequel on va se placer une main au niveau de la face postérieure de la scapula. On va fixer les côtes. Et pour vos patients, veillez bien à passer en pronation, parce que si vous n'avez pas beaucoup de viande sur les os comme moi, si tu passes en supination, tu vas peut-être lui péter une petite côte. Non. Je passe en pronation, t'inquiète pas. Puis ensuite, on va avoir une main antérieure qui va du coup frontaliser cette scapula ici là. Ça va? Il y a une tension au niveau petit pec ou pas? Légère, ok. On peut même aller un peu plus loin. On va demander à notre patient d'aller pousser contre la main. Ça va être une poussée qui va être isométrique, il ne va pas y avoir de mouvement. Et ensuite, on va lui demander de tenir cette contraction-là. T'as cru que je t'avais demandé d'arrêter, hein? Et puis ensuite, on va relâcher. Et dans le temps de relâchement, on va lui demander d'aller expirer. Alors, de ne pas mourir, mais juste de souffler, d'accord? Et donc, ce qu'on va faire quand on va lui demander d'expirer, c'est qu'on va abaisser ses 3e, 4e et 5e côtes avec le reste de l'hémithorax, et on va du coup mettre un peu plus de tension au niveau de ce petit pectoral. Bien sûr, si vous avez une atteinte de type syndrome de la traversée transthoraco-brachiale, vous serez attentif à un truc quand vous allez lui demander une contraction et une poussée, c'est quoi? Merci de ne pas allumer tout le plexus brachial. Parce que là, pour le coup, le plexus brachial, si vous l'agressez, vous savez qu'il va répondre et ça va avoir des conséquences de manière assez importante. Okay. Pareil, autre système musculaire que vous pourrez voir toujours associé à un symptôme d'origine neurogénique, vous aurez aussi les scalènes qui sont en première ligne là-dessus. Okay. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que cette technique musculaire, vous pourrez l'utiliser pour d'autres raisons qu'uniquement de la symptomatologie musculaire. Sur des scalènes, on pourrait faire à l'unité, mais finalement, l'action principale de votre système scalénique, ça va être quoi? L'inclinaison cervicale, 1, et 2, l'inspiration. Okay. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller jouer sur l'inclinaison contralatérale, d'aller prendre un point de contact au niveau costal, première et surtout seconde et troisième côte,
et on va mettre en tension ici, là. Et vous allez pouvoir demander deux choses. On peut lui demander, Martin, est-ce que tu peux faire une inclinaison cervicale gauche? Super. C'est là qu'on voit que c'est un kiné. Vous savez pourquoi? Parce que vos patients, quand vous leur demandez une inclinaison cervicale gauche, ils vous font une rotation, toujours. Toujours. Donc mon conseil, quand vous allez faire cette technique-là, tu peux relâcher, mon conseil, c'est que avant d'attaquer la technique, vous lui dites, voilà, une inclinaison, c'est ça. Merci. Donc vous allez continuer à regarder le plafond, s'il vous plaît. Sinon, ils vont vous mettre une rotation et vous serez obligé de tout recommencer. Et donc une fois que vous avez fait cette inclinaison contralatérale avec la mise en tension post-contraction, vous allez demander une expiration et vous allez pouvoir accompagner, donc souffle s'il te plaît, vous allez pouvoir accompagner les côtes, voilà, vers le bas en suivant l'expiration. Et on reprend. Je rejoue sur une inclinaison. Ok, on tient. Ça marche. On relâche. Voilà. Et tu souffles. Et on joue sur cette inclinaison et cet abaissement de côte. Ok. Ça marche. Ça va, je t'ai pas étouffé? Ça marche. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis surtout, c'est une technique, par exemple sur Saint-Lac, qu'un patient peut faire tout seul. C'est-à-dire qu'il peut très bien prendre un point d'appui juste au niveau de la clavicule, jouer sur sa propre inclinaison, et ensuite pousser éventuellement soit avec un élastique ou autre, ou contre sa main, et ensuite souffler et aller jouer sur cet abaissement costal. Donc c'est surtout une technique, à mon sens, qui va s'exporter au patient en fait. Vous allez lui demander, vous allez lui montrer, et il va pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que quand vous conseillez à vos patients d'aller faire des techniques au niveau de type levée de tension, vous leur conseillez quoi comme mouvement? Classique sur le trapèze par exemple. Vous leur conseillez une séquence de shrug dans laquelle ils chargent bien, ok, et ensuite après, si on veut jouer sur le levé de tension, assieds-toi s'il te plaît. Vous allez lui conseiller de partir sur hop, une phase de redressement ici, une phase d'inclinaison, là, ok. Éventuellement, il peut prendre un poids dans la main, il va monter son épaule. Il faut que ce soit relativement lourd quand il vient faire ça. Il va ensuite mettre sa main ici, hop. Tu vas regarder droit devant toi ici, ça marche. Et une fois qu'il a fait sa contraction avec son poids, il va relâcher, donc l'épaule va baisser, le poids va entraîner l'épaule vers le bas, et lui va augmenter la tension ici sur cette inclinaison-là. Donc c'est peut-être plus une technique que vous allez montrer une ou deux fois et que le patient va pouvoir faire lui en autonomie de manière très régulière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une technique qui va être d'une intensité très importante. Donc pour que ça ait un effet de manière notable dans le temps, il va falloir la répéter. Quelle est la personne qui est le plus à même de répéter une technique? Le patient tout seul en autonomie. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Pas trop au micro. Est-ce que dans la littérature, il y a des temps de contraction, des temps de relâchement qui sont recommandés ou c'est un peu au feeling? Tu veux la réponse diplomatique ou la réponse vraie? Les deux. Alors la réponse diplomatique, ça va être, en fait, d'un point de vue des données de la littérature, non, j'y arriverai pas, il n'y a rien. Il n'y a absolument et complètement rien. Donc c'est une habitude de kinésithérapie française. Tu peux avoir des techniques de hold and stretch qui ont été développées et qui sont étudiées dans les pays anglo-saxons, mais c'est juste il y a plus de descriptions techniques, il n'y a pas de vraie littérature sur l'efficacité. Du coup, tu es obligé de passer sur des modèles et des concepts en te disant, ok, si j'ai une contraction qui est faible avec un temps d'exposition long, je recrute largement mon système musculaire. Si j'ai une contraction qui est importante, du coup, je peux me permettre d'avoir un temps de contraction plus court pour avoir le même type de recrutement. C'est à peu près tout. Du coup, tu vas pouvoir aussi le calquer à un autre type de concept qui est plus que tu peux charger ton patient, plus que tu dois charger ton patient. C'est tout ce que tu as comme information. C'est déjà pas mal, mais c'est pas grand-chose. Ça n'a pas le niveau de référencement de manipulation, ça n'a pas le niveau de référencement de trigger point, ça n'a pas le niveau de référencement d'un dry needling ou de neurodynamique par exemple. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est juste une technique à être utilisée parmi d'autres techniques et normalement, déontologiquement, tu dois utiliser les techniques qui ont montré la plus grande efficacité, donc celle-là, elle doit avoir une toute petite part. C'est juste qu'on a
pas mal d'habitude de cette technique-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir conclure là. Si vous voulez qu'on discute de thérapie manuelle ou d'autres, je serai là et puis après je vais aller au stand d'ITMP. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Martin.